Si vous êtes fan d'Elvis, il y a de fortes chances que vous ayez visité Graceland et admiré les avions du King exposés, comme le Lisa Marie et le Hound Dog. Mais saviez-vous seulement que ce jet privé d'Elvis existait? Personne n'y avait pénétré pendant 48 ans. L'appareil s'est lentement dégradé sous le soleil du Nouveau-Mexique, resté intact du vivant d'Elvis. La plupart des gens pensaient qu'il n'y avait plus rien à voir. Puis les portes se sont ouvertes. Nous voulions montrer cet endroit au monde entier, car l'intérieur est tout simplement phénoménal, et nous n'y avons même pas touché. Nous nous sommes contentés de passer l'aspirateur et de le nettoyer. Voilà, l'extérieur a conservé sa couleur d'origine. Ce que les enquêteurs et les visiteurs ont découvert à l'intérieur ressemblait moins à un avion abandonné qu'à un sanctuaire oublié dédié au roi du rock, recelant des secrets cachés dans un jet qu'Elvis avait acheté quelques mois seulement avant sa mort. La découverte a stupéfié les historiens et même les fans d'Elvis de longue date. Pourquoi cet avion a-t-il été laissé à l'abandon pendant des décennies? Que contenait-il réellement? Et comment l'un des biens les plus précieux d'Elvis Presley est-il devenu l'une des reliques abandonnées les plus étranges de l'histoire américaine? Un avion dont personne n'avait connaissance. La plupart des fans d'Elvis connaissent le nom du Lisa Marie sans hésiter. L'imposant Convair 880 qu'Elvis a transformé en palais volant, avec chambre, salle de conférence et sanitaire plaqué or. La plupart des fans connaissent également Hound Dog 2, le second Jetstar qui a transporté son groupe et son équipe à travers le pays. Ces deux avions sont aujourd'hui exposés en permanence à Graceland, à Memphis, derrière des barrières de velours et attirent chaque année des milliers de visiteurs. Mais il existait un troisième jet et presque personne n'en connaissait l'existence. Le 22 décembre 1976, Elvis Presley conclut un accord qui lui coûta $840,000, soit environ 4 millions de dollars actuels. L'appareil était un Lockheed Jetstar de 1962, modèle L1329, l'un des jets privés les plus prestigieux jamais construits. Frank Sinatra en avait piloté un. Le président Lyndon B. Johnson l'appréciait tellement qu'il le surnommait Air Force One et demi. Le Jetstar fut le premier jet d'affaires dédié jamais produit, le plus grand de sa catégorie, doté de 4 moteurs arrière et d'une autonomie lui permettant de voler sur de véritables continents. Elvis ne l'a pas acheté par intérêt commercial. Il l'a acheté comme un cadeau, en partie pour lui-même et en partie pour le partager avec son père, Vernon Presley. Vernon était souvent à bord du Jetstar lors des premiers vols, et cette propriété conjointe conférait à l'appareil un caractère unique parmi les autres avions de la flotte. C'était un voyage personnel, familial. L'intérieur en velours rouge avait été conçu selon les goûts précis d'Elvis, et les finitions dorées de la cabine évoquaient le style Graceland à 90 mètres d'altitude. 8 mois après la signature des documents d'achat, Elvis Presley décédait et le jet, à peine en sa possession, se retrouvait soudain sans destination. Après la mort d'Elvis, le 16 août 1977, le Jetstar fut rapidement vendu. Vernon Presley, qui avait co-signé l'accord d'achat initial, prit la décision. L'avion changea de main et finit par atterrir chez une société saoudienne, suivant ensuite un parcours que personne, connaissant son origine, n'aurait pu prédire. Le Centre aéroportuaire international de Roswell, au Nouveau-Mexique, était autrefois la base aérienne Walker, une installation du commandement aérien stratégique qui abritait des bombardiers B-52 et des avions KC-135 au plus fort de la guerre froide. L'armée de l'air a abandonné la base en 1967 et la ville de Roswell en a pris possession. Dans les années 1970, elle était devenue l'un des plus grands sites de stockage d'avions au monde. Des centaines d'avions de ligne et de jets privés
était immobilisé sur l'immense tarmac et les voies de circulation, sous la chaleur sèche du désert de l'Est du Nouveau-Mexique. Il a été établi que la majorité des appareils arrivés à Roswell avaient été démantelés et vendus à la ferraille. Les ailes seront retirées. Les moteurs ont été démontés. Après avoir été retirés du cockpit, les instruments ont été revendus. L'air du désert étant favorable à la réduction de la corrosion, Roswell constituait un lieu idéal pour un entreposage temporaire. En revanche, plusieurs avions, initialement stationnés temporairement, sont devenus stationnés de façon permanente. De plus, l'avion d'Elvis y a trouvé sa place permanente. Pendant près de 40 ans, le Jetstar est resté immobilisé sur le tarmac de Roswell. Ses 4 moteurs furent mis hors service. Plusieurs éléments du cockpit disparurent. Après des années d'exposition à la chaleur implacable du désert, la peinture extérieure, d'un rouge et argent éclatant, perdit de son éclat. De nombreux trous apparurent dans le fuselage et une nuée d'oiseaux s'y introduisit. L'intérieur a été en grande partie préservé, car protégé des intempéries par les parois étanches de la cabine. Les sièges en velours cramoisi ont pu être conservés. Malgré leur finition dorée, les ferrures sont restées intactes. Le sol était toujours recouvert de moquettes épaisses. Le meuble multimédia contenait un lecteur de cassette et un magnétoscope, toujours présent. En revanche, les sièges continuaient de pivoter. Pendant des années, c'était un secret de polichinelle parmi les pilotes de passage sur l'aérodrome. Le jet rouge garé à l'extrémité de la piste avait appartenu au roi du rock and roll. Personne n'y touchait, personne ne le criait sur tous les toits. Il restait là, immobile, avec tout ce qu'on lui avait laissé. Attendant. Que se passait-il avec Elvis en 1977? En 1976, Elvis Presley n'était plus l'homme qui avait conquis le cœur du monde entier dans les années 1950. À l'époque, il était énergique, sûr de lui, et débordait de vie sur scène. Mais à l'aube de la quarantaine, les choses avaient bien changé. Il était toujours célèbre, continuait de se produire sur scène et attirait toujours des foules immenses. Mais en coulisses, il souffrait. Son corps était usé par des années de tournées incessantes. Son emploi du temps était surchargé depuis longtemps et les pauses étaient rares. Les voyages, les concerts, les nuits blanches et la pression des fans et de son management s'étaient accumulés jusqu'à ce que son corps ne puisse plus suivre le rythme. Avec le temps, il a commencé à avoir besoin de médicaments pour tenir le coup au quotidien. Ce n'est pas arrivé soudainement. C'est apparu progressivement comme un moyen de gérer l'épuisement, la douleur et le stress. Mais à long terme, cela a aussi compliqué les choses. Au cœur de la vie professionnelle d'Elvis se trouvait son manager, le Colonel Tom Parker. Parker était l'une des personnes les plus influentes de son entourage. Il contrôlait les concerts, les contrats et la plupart des décisions concernant la carrière d'Elvis. Mais Parker lui-même était un personnage complexe. Il n'était pas originaire des États-Unis. Né aux Pays-Bas, il s'était forgé plus tard une nouvelle identité en Amérique. En raison de sa situation personnelle et de ses craintes de problèmes juridiques, Parker évitait tout voyage international. Cela peut paraître anodin, mais cela a eu un impact considérable sur la carrière d'Elvis. Bien que des fans en Europe et au Japon, entre autres, rêvant de le voir en concert, il ne s'est jamais produit hors d'Amérique du Nord. Pas une seule fois. Ce n'était pas faute de demande, mais parce que Parker refusait de prendre le risque de quitter le pays. Au lieu de se développer à l'international, Elvis a continué à se produire inlassablement aux États-Unis. C'est là que la pression est devenue insoutenable. De 1969 à 1977, il a donné des centaines de concerts rien qu'à Las Vegas. Il lui arrivait de donner 2 concerts dans la même journée, soir après soir, pendant de longues périodes.
Imaginez un concert complet qui se termine tard, sans presque aucun répit, et recommencer le lendemain. C'était son quotidien pendant des années. En 1977, ses proches pouvaient voir qu'il souffrait. Il montait encore sur scène, chantait encore, offrait encore des moments de génie. Mais entre ces instants, l'épuisement le gagnait. Épuisement profond. Lors de son dernier concert dans l'Indiana, son entourage a rapporté qu'il avait admis souffrir. Malgré cela, il a continué à jouer. Il sentait qu'il n'avait pas le choix. Des contrats, des responsabilités et des pressions financières l'empêchaient de simplement s'arrêter. La situation financière était également complexe. Au fil des ans, des témoignages ont suggéré que le colonel Parker s'appropriait une part importante des revenus d'Elvis. Les chiffres exacts font débat, mais la plupart des récits s'accordent à dire qu'Elvis n'avait pas la pleine maîtrise de son argent ni de ses décisions. Un tel déséquilibre peut piéger une personne dans une situation où il lui paraît impossible de se retirer. Des personnes tentaient également de l'aider. Son ex-femme, Priscilla Presley, l'aurait encouragé à faire une pause et à se faire soigner. Selon des sources proches du dossier, Elvis a reconnu avoir besoin de temps pour se reposer. Mais en réalité, cette interruption n'a jamais eu lieu. Les choses ont continué à avancer. Le planning n'a pas été interrompu. C'est dans ce contexte qu'il vivait lorsqu'un événement inhabituel se produisit en 1976. Elvis fit l'acquisition d'un jet privé, un Lockheed Jetstar. À première vue, cela pourrait sembler un simple achat de luxe de plus pour une célébrité. Mais en réalité, c'était quelque chose de plus personnel. Le jet lui procurait un sentiment de maîtrise dans une vie où la plupart des choses étaient contrôlées par d'autres. C'était un moyen de voyager en toute intimité, loin du chaos des aéroports commerciaux et du regard constant du public. Il était même copropriétaire du jet avec son père, Vernon Presley. Ce détail est important car il montre que ce n'était pas seulement une question de luxe, mais aussi de famille et de stabilité. À une époque où tout semblait instable autour de lui, c'était un bien qu'il pouvait revendiquer comme sien. Le jet avait coûté 840 $0 à l'époque, soit plus de 4 millions de dollars aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation. C'était un achat conséquent, loin d'être anodin. Mais Elvis n'eut guère le temps d'en profiter. En août 1977, il mourut subitement à Graceland, à seulement 42 ans. Après sa mort, nombre de ses biens, dont le jet privé, ne firent plus partie intégrante de son histoire. L'avion fut vendu et transmis, et avec le temps, il cessa d'être associé à son nom de manière concrète. Puis il tomba dans l'oubli. Pendant près de 40 ans, le Jetstar resta immobilisé à Roswell, au Nouveau-Mexique. Il n'était pas dans un musée. Il n'avait pas été restauré. Il n'était pas protégé comme une pièce de collection célèbre. Il était simplement abandonné là, dans le désert, vieillissant lentement sous le soleil. La peinture s'était estampée. Les matériaux s'étaient décomposés. La poussière et la chaleur ont fait leur œuvre année après année. La plupart des gens ignoraient même son existence. C'était comme si le temps lui-même avait oublié l'avion. Puis, en 2017, elle a refait surface, modestement, lors d'une vente aux enchères, pour environ 430 $0. Cela peut paraître une somme importante, mais compte tenu de son histoire et de sa valeur d'origine, c'était étonnamment peu. Même après cette vente, la situation de l'avion n'a pas vraiment changé. Il est resté où il était. Toujours cloué au sol, toujours inutilisé. Puis 2023 et la situation changea à nouveau. Le jour qui aurait marqué le 88e anniversaire d'Elvis Presley, le Jetstar fut mis aux enchères lors d'une importante vente d'objets de collection en Floride. Ce n'était pas un hasard. Cela a donné une dimension émotionnelle particulière à l'instant. Priscilla Presley était présente en personne. Elle a rappelé au public qu'Elvis adorait voler et que cet avion avait fait partie de sa vie. Cela a transformé l'atmosphère.
Ce n'était plus simplement un vieil appareil. L'objet était lié à une personne à laquelle les gens étaient encore très attachés. Les enchères ont commencé et se sont rapidement enchaînées. Un collectionneur et créateur de contenu YouTube du nom de James Webb l'a finalement emporté pour 260 $. C'est en réalité moins que ce qu'Elvis avait payé à l'origine, des décennies plus tôt, ce qui montre à quel point la valeur perçue du jet avait évolué au fil du temps. Mais l'achat n'était que le début des véritables difficultés. Une fois que Webb en fut devenu propriétaire, des experts furent appelés pour examiner l'appareil. Les résultats n'étaient pas encourageants. L'avion était bien trop endommagé pour voler à nouveau. Sa remise en état coûterait des millions de dollars, bien plus que sa valeur en état de vol. Les moteurs à eux seuls constitueraient un problème majeur, même s'ils pouvaient être remplacés. La réglementation aéronautique moderne rendrait extrêmement difficile la remise en service légal de l'appareil. Le faire voler à nouveau n'était donc pas réaliste. Il ne restait donc qu'une seule option, la transformation. Au lieu de le restaurer en avion, Webb décida de métamorphoser le Jetstar en quelque chose de complètement différent. Un camping-car construit à partir d'un véritable jet privé. La carlingue serait placée sur un châssis de camion et transformée en véhicule routier. Au lieu de voler dans le ciel, il emprunterait donc les autoroutes. Cette idée a divisé l'opinion. Certains la jugeaient irrespectueuse, comme une destruction du patrimoine. D'autres estimaient logique qu'au lieu de le laisser se dégrader, l'avion puisse renaître sous une nouvelle forme, toujours en mouvement, toujours visible, toujours partie intégrante de l'histoire. Qu'a-t-on réellement trouvé à l'intérieur de la cabine? L'intérieur du Jetstar n'était pas une simple carcasse. Ce détail a surpris presque tous les journalistes présents lors de la vente aux enchères. En 2023, franchissez la porte de cette cabine et la première chose qui vous frappera sera le velours rouge, recouvrant chaque siège, chaque panneau mural et le sol sous la forme d'une épaisse moquette à poils longs. La couleur s'était intensifiée avec le temps. Le velours était aplati par endroits, mais il était indéniablement intact. Les ferrures dorées de la cabine avaient terni mais conservaient leur aspect. 6 fauteuils moelleux, pivotants et inclinables étaient disposés le long des parois. Un canapé occupait une partie du salon. Chaque meuble était à sa place, tel qu'Elvis l'avait placé. La cuisine conservait son micro-ondes et son distributeur de boissons Kenmore d'origine, deux vestiges du design des années 1970 qui auraient paru à la pointe de la technologie à l'époque. Le système de divertissement comprenait un téléviseur, un magnétoscope RCA et un lecteur de cassettes audio. Des prises pour casques audio avec commandes individuelles étaient intégrées à chaque siège. En 1976, cette technologie était inédite pour la plupart des gens, même dans un logement privé, et encore moins à bord d'un avion privé. À l'arrière de la cabine, les toilettes et les espaces de rangement supplémentaires étaient restés intacts derrière leur porte d'origine. Bien que dépourvu de certains instruments, le poste de pilotage conservait un éclairage fonctionnel sur les panneaux de commande, les phares d'atterrissage, les feux de roulage et les feux de balisage fonctionnaient tous lorsque Webb les a testés lors de son inspection initiale. Voici le détail le plus révélateur. L'accord de sécurité original concernant l'avion, signé par Elvis Presley et Vernon Presley, était joint au document de la vente. Une lettre de Priscilla Presley figurait également parmi les pièces justificatives. Elle y expliquait que le Jetstar était le seul jet qu'Elvis avait acheté avec son père et qu'il avait toujours souhaité soutenir les ambitions entrepreneuriales de Vernon, surtout après le décès prématuré de sa mère. Cette lettre transforme l'avion d'un symbole de réussite sociale en quelque chose de bien plus intime. Ce n'était pas qu'un simple jet. C'était un fils qui tentait de faire quelque chose de bien pour son père à une époque où presque tout s'effondrait.
C'est ce chapitre que les vidéos concurrentes ignorent ou traitent avec trop de légèreté. Et c'est pourtant ce chapitre qui confère à l'avion abandonné une atmosphère véritablement envoûtante. Elvis a acheté le Jetstar le 22 décembre 1976. Il est décédé le 16 août 1977. Cela représente 237 jours. Durant ces 237 jours, Elvis a effectué plusieurs tournées de concerts exténuantes, a continué à se produire à Las Vegas et, selon de nombreux témoignages, a passé beaucoup de temps à Graceland dans un état physique et mental qui se détériorait, inquiétant ses proches. À l'été 1977, ceux qui le voyaient régulièrement décrivait un homme à peine reconnaissable par rapport à celui qu'il était 2 ans auparavant. Il souffrait constamment. Son système immunitaire s'affaiblissait régulièrement, provoquant des épisodes de fièvre et des symptômes grippaux récurrents que son équipe médicale masquait avec des médicaments au lieu de traiter la cause sous-jacente. Lors d'un concert de cette dernière année, il semblerait qu'on lui ait plongé la tête dans un seau d'eau glacée en coulisses entre 2 représentations pour qu'il puisse continuer à jouer. Le colonel Tom Parker, en coulisses, se concentrait entièrement sur l'exécution des contrats de réservation. La situation concernant les médicaments sur ordonnance d'Elvis avait atteint un point critique que plusieurs personnes de son entourage tentèrent, en vain, de régler. Il fut établi par la suite que le docteur George Nikopoulos, son médecin personnel, lui avait prescrit une quantité extraordinaire de substances contrôlées dans les mois précédant sa mort. D'après certains témoignages, Elvis n'avait guère de contrôle sur ce qu'on lui donnait, ni sur le moment où on le lui donnait. Le système qui l'entourait, l'appareil de management, la machine des tournées, les obligations financières, obéissait à une logique propre qui continuait de fonctionner même lorsque l'homme au centre de tout cela se dégradait. Le Jetstar, acheté en décembre, fut revendu par Vernon au printemps 1977, moins de 6 mois après son acquisition. Aucune explication documentée ne justifie cette vente si rapide. Elvis l'avait à peine utilisé. L'accord de sécurité concernant l'appareil venait tout juste d'être signé. L'aménagement intérieur, réalisé selon ses spécifications personnelles, venait d'être achevé. Puis, tout a disparu. Une des hypothèses avancées par les chercheurs est que cette vente était liée à des difficultés financières. Parker empochait une part considérable des revenus d'Elvis et l'état exact des finances personnelles de ce dernier début 1977 reste flou. Il est également possible que le jet soit devenu un problème logistique que ni Elvis ni Vernon n'avaient les ressources nécessaires pour gérer durant cette période déjà extrêmement chargée. Quoi qu'il en soit, l'avion, acquis comme un bien commun et personnel, fut revendu au printemps, alors que la santé d'Elvis se détériorait déjà et qu'il n'était jamais retourné à Memphis. La partie de l'histoire que personne n'explique. Le Jetstar n'était pas le seul avion lié à Elvis Presley à avoir une histoire. Une histoire confuse et mal documentée durant ces dernières années. Vers 1977, on a également rapporté qu'une autre transaction concernant un avion avait mal tourné. Certains documents décrivent l'affaire comme une escroquerie ou une transaction ratée. Des promesses ont été faites, de l'argent a été versé, puis les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. À l'époque, il a même été suggéré que des enquêteurs se soient penchés sur certains aspects, mais les détails complets n'ont jamais été clairement expliqués ni confirmés publiquement. En réalité, cela révèle un problème bien plus vaste qu'une simple mauvaise affaire. À la fin des années 1970, l'univers d'Elvis ne se résumait plus à la musique et à la célébrité. Il était également fait d'accords commerciaux, de contrats, de managers et de personnes gérant ses finances et prenant des décisions à sa place. Autrement dit, Elvis n'avait pas toujours le contrôle direct de tout ce qui se passait autour de lui.
Quand trop de personnes sont impliquées dans des décisions de ce genre, la situation peut vite dégénérer. Des erreurs peuvent se jouer. Et parfois, certains peuvent en profiter. L'achat du Jetstar n'était donc pas un simple achat de luxe anodin. Cela s'inscrivait dans une vie où il perdait déjà le contrôle dans différents domaines. Fin 1976. Elvis était également en mauvaise santé. Ses proches le constataient clairement. Il continuait à se produire sur scène, mais cela devenait de plus en plus difficile pour lui. Certaines de ses prestations durant cette période inquiétèrent même ses fans, car il paraissait fatigué et souffrant. Une émission spéciale TV télévisée DVD tournée vers 1977 le montra clairement au public. Cela a fait prendre conscience à beaucoup qu'Elvis traversait une période plus difficile qu'il ne le pensait. En coulisses, certains de ses proches estimaient qu'il devrait ralentir la cadence ou faire une pause, mais son rythme de travail est resté soutenu. Dans ce contexte, l'achat d'un jet privé prend une toute autre dimension. Il ne s'agissait pas seulement de luxe ou de primer. Un jet privé, c'est aussi la liberté. C'est choisir ses dates de voyage, éviter les foules et avoir une certaine maîtrise de sa vie, où la plupart des choses sont planifiées par d'autres. Pour quelqu'un comme Elvis à cette époque, ce genre de contrôle devait être primordial. Le fait qu'il partageait le jet avec son père, Vernon Presley, est également significatif. Cela montre que ce n'était pas uniquement une question d'argent ou de statut social. Il y avait aussi un lien familial, un repère familier et rassurant durant une période très instable de sa vie. Mais Elvis n'a pas pu en profiter longtemps. Il est décédé en août 1977, quelques mois seulement après avoir acheté le jet. Après cela, l'avion disparut rapidement de son univers. Il fut vendu et ne fut plus considéré comme ayant un lien significatif avec lui. Finalement, il finit sa course dans le désert du Nouveau-Mexique. Pendant près de 40 ans, le Jetstar est resté immobilisé à Roswell. Personne ne le pilotait, personne ne s'en occupait correctement. Avec le temps, l'extérieur s'est lentement dégradé sous l'effet du soleil, de la chaleur et du vent. La peinture s'est estompée. Certaines parties métalliques se sont fragilisées. Des morceaux avaient été enlevés. De l'extérieur, l'endroit ressemblait à une épave oubliée, mais l'intérieur racontait une toute autre histoire. Comme la cabane était fermée, elle a été protégée de nombreux dégâts. L'air sec du désert, moins humide, a contribué à ralentir la formation de moisissures et la pourriture. Ainsi, malgré la dégradation de l'extérieur, de nombreuses parties intérieures sont restées étonnamment intactes. Les sièges étaient toujours là. Une partie du design intérieur et des équipements subsistaient. Même les plus petits détails de l'habitacle avaient résisté bien plus longtemps qu'on ne l'aurait cru pour un objet resté intact pendant des décennies. Cela crée une différence étrange. De l'extérieur, on dirait quelque chose de complètement détruit. Mais de l'intérieur, c'est comme un moment figé dans le temps, inachevé. Les experts qui ont examiné l'avion par la suite ont été surpris. Ils s'attendaient à ce que tout soit détruit. Or, l'intérieur était encore en bien meilleur état que prévu pour un appareil resté si longtemps dans le désert. Roswell, sans le vouloir, a agi comme une sorte d'entrepôt naturel. Les intempéries ont détruit l'extérieur, mais ont contribué à préserver des éléments intérieurs. Ce qui reste n'est donc pas qu'un vieil avion. C'est comme un objet divisé en deux. D'un côté, on perçoit les dégâts et le passage du temps. De l'autre, un instant figé dans la vie d'Elvis Presley en 1976, comme suspendu dans le temps. La question demeure sans réponse. Le Jetstar existe désormais sous la forme d'un camping-car transformé par James Webb, passant d'un aéronef à un monument roulant. Webb décrit le résultat comme une fusion de nostalgie, de créativité mécanique et de respect pour l'histoire. Une personne ayant vu le produit fini a décrit l'entrée comme celle d'un Graceland volant sur roues, une description qui relève soit de la perfection, soit d'une profonde contradiction, selon le point de vue.
La succession d'Elvis Presley, gérée par la société qui contrôle Graceland et les droits de propriété intellectuelle associés, n'a jamais officiellement reconnu le Jetstar comme elle le fait pour le Lisa Marie et le Hound Dog 2. Ces deux avions sont des éléments essentiels de l'expérience Graceland, mis en valeur par des explications, un éclairage et un soin muséographique exceptionnels. Le Jetstar, le troisième et dernier jet, celui acheté avec Vernon, vendu à la hâte et abandonné dans le désert, reste en marge du récit officiel. Cette absence est révélatrice. Le Jetstar fut acheté et vendu durant la période la plus difficile de la vie d'Elvis. Il s'agit d'un témoignage matériel direct de ces 8 derniers mois, une période que la plupart des récits officiels concernant Elvis traitent avec une grande prudence. L'image publique du King repose sur son charisme, son talent, son influence sur plusieurs générations et une fin tragique que le public a été amené à percevoir comme la perte d'un artiste irremplaçable. Les mécanismes qui ont conduit Elvis à sa perte, l'exploitation financière, les tournées forcées, le système de médicaments sur ordonnance, l'absence totale de soutien véritable, sont généralement relégués au second plan dans ce récit plutôt qu'à son cœur. Le Jetstar, resté stationné dans le désert pendant 40 ans, avant d'être vendu aux enchères à 2 reprises, puis transformé en camping-car, incarne à la perfection ce que l'on relègue aux marges. C'est l'objet acheté avec espoir, vendu sans cérémonie, oublié sans le vouloir, puis retrouvé par un inconnu qui y a décelé une valeur inestimable, là où les proches n'en voyaient aucune. Lorsque la porte de la cabine s'est ouverte pour la première fois depuis des décennies, lors des inspections suivant la vente, les personnes présentes ont décrit cette expérience comme celle de pénétrer dans un instant suspendu et non dans un passé révolu. Cette description est plus juste qu'il n'y paraît. The Jetstar n'était pas un chapitre achevé de l'histoire d'Elvis. C'était un chapitre qui n'a jamais été écrit. Acheté en décembre, vendu au printemps, abandonné en été, retrouvé en hiver, préservé par hasard, puis redécouvert par coïncidence. L'histoire de cet avion reflète celle d'une vie interrompue prématurément, laissant derrière elle une multitude de questions sans réponse, auxquelles aucune biographie officielle n'a apporté de réponse définitive. Le lecteur de cassettes en cabine fonctionnait encore lorsque Webb l'a testé pour la première fois. Les voyants du tableau de bord s'allumèrent. Les sièges pivotaient encore. Ce qui restait à bord de cet avion après ces 40 années passées dans le désert n'étaient pas les vestiges d'une histoire terminée. C'était le contenu d'un instant interrompu. Chaque détail découvert dans la cabane témoigne d'un homme dont la vie n'a pas été achevée. Des costumes de scène prévus pour des tournées qui n'ont jamais eu lieu. Un père qui a cosigné un acte d'achat et qui a vu son fils être enterré 8 mois plus tard. Un intérieur de velours choisi pour le confort et l'intimité dans une vie qui en était presque dépourvue. Un prix exorbitant, reflet des dépenses faramineuses d'un homme dont les revenus étaient systématiquement dilapidés par son manager. Si le jet a fini dans le désert, ce n'est pas par indifférence générale. Elle s'est retrouvée là parce que les systèmes qui avaient exploité Elvis Presley pendant des années ont cessé de fonctionner dès sa disparition. La Lisa Marie et le Hound Dog 2 sont devenus des pièces de musée car ils servaient l'économie touristique centrée sur Graceland. Le Jetstar, l'avion personnel, celui acheté avec Vernon, celui vendu rapidement et discrètement dans les derniers mois, ne correspondait pas à cette économie. Elle resta donc en suspens, 48 ans plus tard. Ce qu'on y découvrit n'était ni un scandale, ni une révélation, ni un complot. Ce qu'on y découvrit était quelque chose de plus simple et de plus difficile à regarder en face. Preuve que l'un des hommes les plus célèbres de l'histoire de la musique a passé ces 8 derniers mois à acheter des objets animés par l'espoir, perdant tout contrôle sur lui-même et mourant avant que ses proches ne puissent l'en empêcher. Le jet privé recelait toute cette
histoire entre ses parois de velours rouge et personne n'était venu s'enquérir de son contenu jusqu'à ce qu'un Floridien, propriétaire d'une chaîne YouTube, propose 234 $0 le jour du 88e anniversaire d'Elvis Presley et le transporte hors du désert sur un camion plateau. Elvis Presley n'a pas seulement laissé derrière lui sa musique, il a aussi laissé un jet que personne n'a réclamé. Abandonné dans le désert pendant 40 ans, il règne ferme, entre velours rouge et dorure. Les souvenirs de ces derniers mois. L'histoire de cet avion est celle de tout ce qui a mal tourné autour de l'un des plus grands artistes de tous les temps. N'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » si cela vous a appris quelque chose. De nouveau et abonnez-vous pour que d'autres histoires comme celle-ci soient diffusées.